T'as le sentiment, Cédric, que le fossé est en train de se réduire entre l'élite du foot africain, des sélections africaines et européennes ou sud-américaines, qu'on s'en rapproche de plus en plus, qu'on n'est plus très très loin de pouvoir placer un jour, pas forcément à la prochaine Coupe du Monde, mais dans 5 ans, une sélection africaine comme candidate à la victoire finale? Alors déjà, je vais séparer l'Europe et l'Amérique du Sud. Parce que pour moi, il y a l'Argentine. Pour l'Argentine, surtout. Pour moi, l'Argentine, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Pour moi, le niveau de la Copa América, il n'est pas supérieur au niveau de la Coupe d'Afrique. J'ai commenté des Copa América. Alors, j'ai commenté de France, il était 3h du matin. C'est peut-être pour ça que je trouvais que ça allait pas très vite. Ça manquait de rythme. T'avais envie de dormir, Cédric. Peut-être que je dormais un peu. Non, mais en termes de Les rythme. sélections sont là souvent dans les Coupes du Monde, quand même, historiquement, tu vois. Que ce soit l'Argentine, le Brésil. Oui, là, on parle de Voilà, de nations qui sont sélections au niveau dominantes. des équipes européennes depuis des décennies. Ils ne sont pas réveillés un matin, et puis c'est structuré, et puis ils ont du talent, et puis ils ont un système, c'est le business. Mais donc pour moi, les équipes africaines, elles sont capables d'aller chercher ces demi-finales comme elles l'ont fait, tout simplement. Après, il y a une répétition générale. Je pense qu'il y a quand même un retard avec que ce soit l'Argentine, l'Espagne, la France, où il y a quand même la force de l'habitude. Pendant longtemps, j'ai vu ces sélections africaines arriver à la Coupe du Monde et être content d'être là. Et de gagner un match. Les ambitions, alors Coupe du Monde déjà, là même, pour les qualifications, ça change un peu, mais déjà, on dirait que c'est le summum. Après, tu parlais des conditions qui sont presque les mêmes, enfin qui sont les mêmes dans le football occidental et à la Coupe d'Afrique, ça a peut-être aussi arrêté de surprendre les sélections africaines. Oh, le beau terrain, oh, c'est beau, les sponsors, les télés, c'est magnifique, les flashs. Non, là, on a déjà du bling-bling, il y a des soirées, il y a des trucs. Donc sur ce plan-là, on rattrape le football de top niveau et du coup, si les équipes sont moins surprises, elles vont prendre plus d'initiatives et elles vont pouvoir exposer leur qualité. Je trouvais qu'avant, quand les équipes africaines jouaient, on voyait aussi beaucoup leurs défauts. Problèmes tactiques, problèmes, le ballon qui brûle un petit peu les pieds. Moi, j'ai envie de voir des équipes africaines qui prennent l'initiative, qui sont dans l'action face à des nations ou sur le papier, ils sont capables de Est-ce gagner. que c'est possible? C'est une vraie question. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Le Maroc a montré un exemple différent, effectivement, avec une idée très claire de Regragui, le bloc extrêmement bas. On en voit et un peu de réussite, on arrive à sortir des grosses sélections. Est-ce qu'être protagoniste, sélection africaine protagoniste, t'en parles à l'instant, avec des trios forts par exemple, peut arriver à évoluer dans une Coupe du Monde? Moi, je pense que oui, parce que déjà, il y a une CAN où tu peux vraiment tirer des enseignements. Je sais pas si on peut parler du Maroc. Je veux dire, quand on a un joueur qui peut être Ballon d'Or, plus Brahim Diaz, plus cette notion de groupe. Après, il faudra peut-être qu'en charnière centrale, il s'arme un peu plus pour aller très loin dans une compétition, parce que les équipes comme l'Espagne et la France, il n'y a pas un poste. Enfin, ils peuvent faire 3 équipes, quoi. Bien sûr. De toute façon, je pense le Maroc aujourd'hui, je dis, n'a pas grand-chose à envier à des sélections second couteau européens, type Croatie-Belgique. Tu les as affrontés à la dernière Coupe par du exemple. Monde. Exact. Je vois pas. Dernière Coupe du Monde, ils ont battu. Et déjà ça, c'est une une énorme avancée en réalité, qu'on puisse dire ça désormais, quoi, et l'affirmer, quoi. C'est une énorme avancée, et c'est pour ça que pour moi, dans la Coupe du Monde à 48, parce que tu as bénéficié de la réforme, l'Afrique doit être la grande gagnante de cette réforme de Coupe du Monde à 48, parce qu'il y a beaucoup plus de participants. Et pour moi, il y a un enjeu qui est très important, c'est que aujourd'hui, tu sois beaucoup plus décomplexé mentalement, parce que quand on parle du football africain, il faut quand même mettre ça notamment avec l'aspect socio-historique, parce que pour beaucoup de sélections, les années précédentes, il y avait, comme le disait Cédric, il y avait un caractère événementiel. On était sur des matchs événementiels, précisément parce qu'on était sur des premières, deuxième Coupes du Monde. Sentiment d'être invité, d'être un invité. Exactement. Quoi. Voilà, des joueurs jusqu'au staff. Le nombre, C'est quoi. Ça, des joueurs jusqu'au staff, d'ailleurs. T'arrivais dans un club ultra select, et que ce soit la Côte d'Ivoire en 2006, après une campagne qui a été très compliquée, en fait, il y avait un sentiment d'aboutissement d'arriver à la Coupe du Monde. Là, depuis, il y a des Coupes du Monde qui se sont passées. Et là, aujourd'hui, ce qu'on demande notamment à ces pays africains, c'est qu'aujourd'hui, tu dois justement passer cette étape et avoir beaucoup plus d'ambition. Et quand je te dis beaucoup plus d'ambition, c'est pas seulement passer le premier tour, mais à l'instar de ce qu'a fait le Maroc, moi, j'ai envie de voir au minimum 2 équipes africaines en quart de finale, parce que je pense que ces équipes-là ont la possibilité. À ce titre, tu penses à qui, par exemple? Je pense spontanément au Sénégal et au Nigeria. Et Sénégal et Maroc. Et à ce titre, pour moi, va y avoir le match 1 où ça va te fournir beaucoup d'informations. France-Sénégal. France-Sénégal, aussi le Maroc. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, même si ça a été interprété de manière maladroite avec sa référence, mais quand Walid Regragui te dit que le Brésil va affronter l'un des favoris de la compétition, quelque part, l'un des favoris, ça veut dire quelque chose. À savoir que le Maroc
n'a pas ce complexe. Le Maroc aujourd'hui n'est plus sur un match événementiel comme ça aurait pu être le cas il y a une vingtaine d'années. Non, mais le mot, c'est complexe d'infériorité, hein, effectivement. Et comme le disait Cédric, des joueurs au staff. Et donc, si on veut arriver à tes ambitions, il faut aussi qu'il y ait un discours de coach et des plans de jeu qui soient plus ambitieux. Et à ce titre-là, alors malheureusement, heureusement, je sais pas. Après, il faut s'entendre sur le terme ambitieux. La dernière Coupe du Monde du Maroc, j'espère que c'est pas ce projet-là qui va être suivi. Parce que si on se dit, nous, Africains, pour aller loin, faut rester. Parce que ça passe une fois, ça passera pas à chaque Coupe du Monde. Et puis le Maroc, c'est le Maroc. Chacun sa culture, son identité. On en revient à ce qu'on disait. Et si on a des joueurs plus créatifs et capables de pousser plus haut ou de dominer, jouons notre jeu. Et j'ai l'impression que les sélections du Maghreb avaient moins ce complexe-là et cette appréhension sur le terrain. J'étais plus déçu des équipes subsahariennes. Je me rappelle l'Algérie, il y a quelques Coupes du Monde, ils font une super Coupe du Monde. L'Algérie en 2014. Voilà, ils se font sortir, mais l'Allemagne. Mais ils font un match de Coupe du Monde, de mondialiste. Après, tu perds contre l'Allemagne. Et champion du monde 2 semaines après, quoi. Voilà, c'est sans regret et t'as donné le meilleur. Il y a une antériorité, comme disait aussi Elton, par rapport à l'Algérie, je crois que c'est 82. Non oui, c'est vrai qu'ils ont eu cette habitude-là, mais je trouve que mentalement, il y a vraiment ce travail. Et puis dans toute l'organisation, pour mettre les joueurs, on est là, on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là pour aller loin. J'ai un de mes meilleurs amis, il a été team manager de l'Iran. C'est pas une grande nation, mais ils ont l'habitude d'aller à la Coupe du Monde. Donc dans toute l'organisation, de l'intendant au truc, il va pas sur le terrain à faire des photos avec le stade. Voilà, c'est ça. Non, l'intendant, il est là. Il a écrit Iran dans le dos et je peux te dire qu'il est focus sur la Coupe du Monde pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et pas pour dire tiens, c'est bien, on va à la Coupe du Monde. On va faire des photos avec un tel. Ah, mais c'est des petites choses. Ça fait beaucoup sur le terrain pour prendre l'initiative justement dans le jeu parce que les équipes africaines en ont les capacités. Et ils le montrent là pour moi. Et puis il y a une tendance aussi, peut-être qu'on assiste à un début de révolution. Je sais que tu vas en parler, Cédric. C'est ces joueurs binationaux nés sur le continent européen ou français par exemple, ou anglais en l'occurrence, parce qu'on parle d'Ademola Lookman, qui lui a choisi, malgré des sélections chez les jeunes anglais, le Nigeria. Assez tôt dans sa carrière, à 21-22 ans. Alors qu'aujourd'hui, Lookman, il aurait pu largement prétendre à des sélections avec les Three Lions sans aucun problème. C'est pas le seul. Brahim Diaz l'a choisi aussi relativement tôt. Ibrahim Baye l'a choisi aussi. Hakimi, on l'oublie parce que c'est tellement le joueur phare. Il y en a d'autres. On oublie que Hakimi, il est à Madrid. T'as raison. Et il est très très jeune. Hein. Et qu'on est formé au Real et qu'on est à Madrid, en général, bon, l'Espagne, ils ont gagné quelques petits titres ces derniers temps. Le Real, à peine 2-3. Donc, c'est quand même un signe fort. Il y a un mouvement qui s'amorce réellement désormais. Les sélections deviennent crédibles, compétitives, ambitieuses, pas uniquement sur une CAN, mais également sur une Coupe du Monde. Ces gars-là, dès 18-19 ans, choisissent leur pays d'origine. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a le volet sportif. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, ils proposent de vrais projets. C'est pas juste folklorique. Nous, à l'époque, moi j'ai choisi le Mali en espoir. Il y avait aussi ce rapprochement, c'était quelque chose de presque sociétal, familial, on avait envie de ça, mais sportivement, on savait que c'était pas non plus, on n'avait pas grand-chose à gagner, entre guillemets, sans respect, mais c'était pas un sacrifice non plus, on a adoré notre période, mais là, quand vous êtes marocain, Brahim Diaz, il va faire une Coupe du Monde, même extra-sportivement, je pense qu'il gagne aussi à être mis en avant par le Maroc, et puis il y a aussi le côté un petit peu contexte politique, notamment en France, où, encore une fois, on n'a pas trop compris ce qui se passait sur le continent africain. Bon, c'est pas nouveau. Affirmation d'identité, culturelle également. Oui, parce que quand vous avez une politique ou quand vous avez des discours pendant des années, après, ça rejaillit sur la jeunesse. Là, il y a eu Cherki, il y a eu Akliouche, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de joueurs maghrébins qui se sont dit, tiens, on va jouer avec l'équipe de France. Maintenant, il y a des doutes pour ces joueurs-là, parfois. Maintenant, à 17 ans, quand on voit Mbaye, Paris, à 17 ans, il choisit le Sénégal. C'est fou. Alors moi, je suis un peu partagé parce que je peux comprendre que quand on est français, Mbaye, il est né en France, il profitait de la formation française. Choisir le Sénégal aussitôt. Ça lui appartient, c'est intime. Mais moi, je suis à moitié, je suis africain. Je ne pas à moitié, mais je suis africain et français. Donc moi, ça me fait hyper plaisir de voir des Guéladoué, des Mamadou Sarr, parce que ça fait monter le niveau et ça envoie des signaux forts. Et la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, ils se doivent de réagir. Tout simplement. Donc c'est assez excitant.
frustrant sans doute, mais parce que là on voit des joueurs qui auraient été capables de jouer dans ces sélections. Bien sûr. Ce n'était pas le cas avant. Ça, c'est nouveau. Ce qui n'était pas forcément Je le pense cas. que le changement de logiciel, pour faire une référence à Kevin Diaz, c'est qu'avant, tu pouvais venir pour aider ton équipe. C'est un peu ce que je ressens quand dit Cédric. Je vais aider le pays de mes parents. Maintenant, les joueurs se disent le pays va m'aider. C'est-à-dire que le niveau, les infrastructures, toute la logistique va m'apporter quelque chose. Parce que je peux gagner avec ce. Je peux gagner, puis ça va m'apporter. Ça peut être un aussi plus dans pour le ma projet, carrière. C'est puis un ça- plus. il y a quand même ce truc de retour aux origines qui. Tout à fait. Ça, c'est- Après, Mamadou Sarr, son père a été international. C'est pas, Ouais, c'est c'est pas ça. complètement. Ouais. Voilà. Ubuesque, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et puis, il y a des raisons, il y a des raisons diverses et variées. Il y a pas, mais bon, parler de Guéladoué, son frère, il a toujours dit je veux jouer à l'équipe de France. Lui, il a toujours dit je vais jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des belles histoires au final. Mais ça va faire monter le niveau et ça va envoyer un message à beaucoup de binationaux. On sait que le vivier, notamment la région parisienne, on a vu plus de 100 joueurs dans cette CAN sont nés en France. Ouais, c'est le pays le plus. Le Il y a plus le plus de représenté. natifs, Bon, ouais. ça, c'est pas non plus. C'est pas non plus une grande nouvelle, mais ça veut dire que voilà, les fédérations, Lamine Yamal, ils ont réussi avec Lamine Yamal et d'autres en Espagne, sûr. mais il faut réagir côté Parce que européen. Aujourd'hui, tu as le sentiment sur le continent africain que tu peux gagner. Et ouais, les c'est joueurs, ça. ils sont réceptifs à ce discours. À ce titre, il est aussi très important d'évoquer ce qu'a fait le Maroc en U20 en étant champion du monde. Donc ça, c'est le bon moyen, c'est un indicateur pour te dire que tu peux gagner sur le continent et tu peux aussi exister dans les derniers tours mondiaux. Et donc avoir une exposition, parce que là on parle de terrain, il y a aussi l'aspect sponsoring. Oui. Combien d'agents droits d'image expliquaient à leurs joueurs à une époque prends pas cette sélection-là Oui, oui. africaine. C'est ça. Ou Tu vas beaucoup moins ouais. capitaliser là-dessus en termes d'image. Tu vas te toucher un public moins capable, avec son pouvoir d'achat, de nous apporter à la marque et toi de signer des gros contrats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est Ouais, vrai qu'on sentait la réticence dans l'entourage. Les agents, comme tu l'as dit, même C'était moins rentable pour une sélection africaine. Même qu'une au niveau des sélection staffs, on européenne. avait peur. Voilà, tu jouais. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des sélections où c'est compliqué. Quand Dogbia il décide de jouer avec Centrafrique, il ne va pas pour gagner la Coupe du Monde. Lui, il est toujours dans ce truc. Tout à fait. Bon, Là, il va aider. Équipe de Clairement. France, bon, c'est aider. compliqué. Je comprends que sportivement, c'est un joueur qui est formé en France. Moi, je ne vais jamais reprocher à un joueur formé en France de jouer pour l'équipe de France. Déjà, c'est le summum en termes de sportif, parce que on parle quand même du terrain. Mais quand Dogbia il va jouer avec la Centrafrique, bon, il sait très bien qu'il va avoir plus de galères que de victoires. Mais c'est un acte fort, ça c'est sûr. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de trouver un super joueur binational djiboutien en D1 turc, D1 Norvège. Donc pour nous, c'était une Bien star. sûr. Lui, il voulait, mais c'est son agent qui a dit non. Ouais. Et par rapport à Pour quelle raison des raisons, critères c'est dont je rebondis, Mais parce que c'est ce que dit Cédric qui Les me fait voyages penser. galères. Voyage trop long, et ouais. puis il lui a dit non, mais là-bas, il n'y a pas les infrastructures et il n'y a pas la qualité du staff pour te permettre de récupérer. Donc tu vas revenir au club complètement crevé. Voilà. Donc ça fait partie aussi des changements de discours. Et je crois que des équipes comme le Maroc, elles ont montré la voie, non pas seulement de convaincre le binational pour les ambitions sportives, mais aussi l'encadrement que le joueur aura durant son temps en équipe Tu as nationale. parlé du delta entre le confort de ces joueurs sur le continent européen et la transition sur des rassemblements en Afrique. Ce qui était insupportable pour certains, on en a vu certains, c'est qu'au Fofana aussi, parfois, qu'à zapper des rassemblements. Ouais, et encore, c'est la Côte d'Ivoire. Et encore, Heureusement qu'il n'a pas joué à notre époque, parce Sur que des je déplacements. pense qu'il aurait atterri à Bamako, il serait reparti. Non, mais, à un moment donné, il faut savoir aussi, on est en Afrique, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne. Alors le gap, tu disais pas perdre l'identité. Il Alors, existe y a des- encore, hein, de toute façon. Non, mais il y a des choses, tu vas jouer dans des pays, il va faire 45 degrés, le confort, Ça, oui. c'est moins confortable, c'est moins truc, mais tout ça peut te permettre de faire des grandes carrières. Hein. Mo Salah, Sadio Mané. Et je pense qu'ils ne regrettent pas d'avoir joué avec leur sélection. Donc Oui, ça, puis il y a carrière des matchs incroyable. où sur l'aspect émotionnel, c'est impossible de retrouver ça en Europe dans ton quotidien de championnat. c'est ça. Oui, il faut braver des longs transits, des longues Mais- escales. Je pense que tu sais ce que c'est, parce qu'il y a aussi ça, hein, l'aspect. Il y a des pays en Afrique où tu es obligé de passer par 2-3 escales, quoi. Sauf si tu as un pays qui a un vol affrété, mais ça en fait partie. Et à l'arrivée, tu as peut-être une fatigue, mais tu as un aspect émotionnel sur l'aspect stade et pression. Qui est décuplé. Voilà, qui est décuplé. Et on en parle aussi très peu de ça. On est toujours sur le technique, tactique, mais l'aspect gestion des émotions à très haut niveau, c'est ce qui ferait la différence. Et je pense que ce discours-là, il porte auprès des joueurs binationaux. Et on parlait de cette identité. C'est vrai que moi, ça m'a gêné de voir que, avec leur travail de soft power, les Marocains, en fait, ils organisent 80% des matchs qui se passent en Afrique. Alors oui, il y a un cahier des charges pour les stades,
Mais à un moment donné, si vous attendez d'avoir un C'est des stade raisons géopolitiques. comme le aussi, stade parfois. Moulay Abdallah dans tous les pays d'Afrique, vous allez attendre longtemps. Et du coup, Oui. pour le confort des Marocains, puisqu'ils pèsent quand même très lourd dans le football africain, tous les matchs sont faits au Maroc, même des matchs joués par le Maroc à l'extérieur. Ils parlent aux dirigeants adverses, plutôt que de délocaliser au Cameroun, venez jouer chez nous, tout frais payé. C'est sûr qu'après, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. ça aide. Donc tant mieux pour eux, mais c'est vrai que le football africain, c'est aussi faire des déplacements et des expériences un peu plus galères. Ça, c'est un sujet de réflexion. Les équipes nationales, elles